c'est l'heure de notre rendez-vous sur Europe 1, l'heure où l'on peut se laisser aller aux confidences. Alors si vous vous sentez un peu perdu face à une situation que vous n'arrivez pas à démêler, appelez-moi au 39 21 et avec l'aide des auditeurs qui peuvent réagir par courriel sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21, en commençant les messages par le mot nuit. Eh bien, nous essaierons de vous aider à avancer. Alors, pour témoigner, pour réagir à un témoignage, vous avez donc le 39 21, 34 centimes d'euros la minute. Vous y serez accueillis ce soir par Julie et Asiba, avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Julia. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais d'abord vous dire que je suis vraiment ravie de vous avoir au téléphone. Ça fait des années que je vous écoute. Merci. Et je suis vraiment très touchée de passer en début d'émission. C'est vraiment fantastique. Donc je vais vous expliquer brièvement mon parcours. En fait, oui. Donc ça fait à peu près 4 ans que je vis mon homosexualité. J'ai pratiquement 28 ans là. Oui. Et je me suis séparée en fait. Mon amie m'a annoncé qu'elle voulait qu'on se sépare donc hier. Oui. Et donc il y a pas mal de choses qui refont surface, notamment des vieilles blessures d'enfance, notamment tout ce qui est abandon. Je me suis sentie un peu abandonnée puisque en fait j'avais renoncé à un poste aux États-Unis en septembre justement parce qu'on avait comme projet commun de partir à l'étranger pour qu'elle puisse faire son stage de fin d'études. Et donc là on était en doute depuis plusieurs mois à savoir comment on allait s'organiser, et finalement elle m'a annoncé hier qu'elle préférait partir seule et qu'elle souhaitait qu'on se sépare. Et donc c'est vrai que je voulais en fait avoir des avis d'auditeurs parce que j'ai l'impression qu'en fait qu'en tant qu'homosexuel ou même bi ou transsexuel, j'ai l'impression qu'on doit tout le temps lutter en fait. On doit lutter pour en parler à notre famille, par rapport au regard des gens dans la rue. Et j'ai l'impression que c'est quand même difficile de rencontrer quelqu'un avec... moi, personnellement, j'ai du mal à rencontrer quelqu'un avec qui je puisse établir une relation durable. Donc j'ai eu de très nombreuses relations qui se sont toujours soldées par une séparation, finalement. Oui. Et donc... je voulais savoir un peu si c'était peut-être un sentiment que j'ai maintenant parce qu'on vient de se séparer et que je me sens peut-être un peu perdue et que... Oui, c'est alors pour le coup, ça vient de se produire, ça s'est passé hier, hein. Donc parce que il y a deux niveaux. Donc vous voulez des réactions, donc 39 21 ou bon les SMS 7 39 21, vos courriels sur le site europe1.fr. Il y a deux niveaux. Vous dites que donc vous êtes une jeune femme homosexuelle, vous avez 28 ans, ça fait 24 ans que vous vivez vraiment des relations amoureuses. Vous dites que vous devez tout le temps, voilà, vous devez tout le temps lutter pour lutter par rapport à votre famille, par rapport au regard des gens. Et puis vous dites aussi que c'est comme si les relations duraient moins du fait de votre homosexualité, selon vous. Mais lutter, alors il y a deux plans. Lutter par rapport, revenons sur ça déjà, par rapport à votre famille, par rapport au regard des autres. Qu'est-ce que... Je pense que je me suis peut-être mal exprimée en fait. Non, pas forcément. J'ai l'impression en fait que j'ai quand même beaucoup de chance puisque ma famille l'a accepté, ce qui n'est pas le cas à chaque fois pour tout le monde. Donc de ce côté-là, j'ai énormément de chance. Et c'est vrai que j'ai jamais été agressée ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'ai le sentiment d'une certaine, pas d'une insécurité, mais comme si c'était difficile en fait de faire des projets à long terme avec quelqu'un. Alors je sais pas si c'est une incertitude, parce qu'effectivement on n'est pas dans les schémas familiaux classiques, si j'oserais dire, mais c'est vrai que j'ai le sentiment que voilà, c'est des relations de façon générale qui sont souvent instables. Et après c'est peut-être de mon fait, j'ai peut-être du mal aussi à pouvoir garder quelqu'un auprès de moi, je sais pas. Mais voilà, c'est un sentiment de me dire finalement je vais enchaîner les relations comme ça encore pendant des années et je vais jamais réussir à trouver quelqu'un à qui peut-être je fonderai une famille ou à qui je pourrais m'installer. Vous les enchaînez les relations depuis à peu près 4 ans, oui, on peut dire que oui,
J'ai eu de Ouais. très nombreuses relations. Oui. Oui, donc vous n'avez pas de mal à faire des rencontres. Voilà, c'est ça. Oui. J'ai pas tellement de mal à faire des rencontres. Bon, on va dire que je plais aux filles, on va dire ça. Oui. Mais Ce c'est qui est vrai bien. que oui, c'est déjà un point positif. Oui. Oui. Mais c'est vrai que voilà, j'ai une de mes amies qui m'a dit que peut-être je donnais trop en fait. C'est-à-dire que peut-être que le fait d'avoir peur de l'abandon, que finalement je donne trop aux autres en espérant peut-être que en étant la copine parfaite, et ben finalement j'arriverai à garder les gens près de moi. Et puis quelque part je les pousse aussi à partir, puisque dès que j'ai un doute, je parle de séparation, je parle de... Oui, alors ça c'est important. Dès qu'il y a quelque chose qui coince dans la relation, vous mettez ça sur le tapis, l'idée d'une séparation. J'ai peur de ça en fait. Oui, mais votre ami a raison. Parfois, de ce dont on en a peur, on le provoque. Oui, On c'est tout à fait anticipe, ça. par peur. Finalement, c'est une façon de maîtriser ce que l'on redoute le plus. Ouais. Alors, ça peut donner le sentiment que c'est l'autre qui vous quitte, mais dans les faits, vous avez tout fait pour qu'elle vous quitte. Bah, en fait, c'est la première relation en fait où je suis restée plusieurs mois avec quelqu'un. Et c'est vrai que j'ai été très attentionnée, enfin j'étais très à l'écoute, je lui faisais beaucoup de cadeaux, enfin je faisais vraiment tout pour que tout se passe bien. Si j'avais le sentiment que peut-être il y avait des choses qu'elle n'osait pas me dire, bah j'allais vers elle pour essayer de soulever les inquiétudes qu'elle pouvait avoir. J'étais vraiment très très présente et à la fois effectivement dès que j'ai eu peur qu'elle s'en aille sans moi, bah j'ai voulu la pousser finalement à me quitter quoi. Oui, parce qu'il y avait ce projet commun là de partir aux États-Unis. C'est-à-dire que moi j'avais refusé le poste Oui. de mes rêves aux États-Unis et on avait le projet effectivement de partir ensemble. C'est fou ça quand même. C'était le poste de vos rêves et vous le refusez. Ouais. C'est dommage. C'est dommage, mais je crois que j'avais vraiment craqué sur cette jeune fille et je crois que j'étais prête à tout Oui. pour que ça puisse durer en fait. Oui, mais vous oubliez trop, semble-t-il, dans la relation. Justement parce qu'il y a certainement tellement d'angoisse, d'abandon que votre amie, là aussi, a raison quand elle vous dit que vous donnez trop et que du coup, ça en perd de sa valeur. Enfin, il y a un déséquilibre dans la relation qui se crée. Oui, Ça se retourne contre vous. Et c'est quand ça réactive, vous dites des angoisses d'abandon liées à votre histoire, liées à votre enfance. Vous avez un peu réfléchi là-dessus, travaillé là-dessus, songé à travailler sur ça. Je suis suivie par une psychologue en fait depuis plusieurs mois et j'avais eu des thérapeutes précédemment. Oui. Et effectivement, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à soulever, mais c'est vrai que quand j'ai appris cette rupture, la première peur que j'ai eue, c'était que mes parents m'abandonnent en fait. Je me suis dit, mais finalement, peut-être que je suis pas digne en fait qu'on m'aime. Et oui, effectivement, quand j'étais jeune, enfin j'ai énormément souffert. J'ai eu une enfance assez difficile, avec beaucoup de problèmes familiaux et tout. Et donc j'avais des capacités intellectuelles assez supérieures en fait à la moyenne et j'étais murée dans un mutisme en fait, donc échec scolaire, tout ça. Et mes parents m'ont beaucoup soutenue pour que je puisse progresser et finalement je m'en suis très bien sortie parce que j'ai fait de bonnes études, mais c'est vrai que étant petite j'avais peur qu'on m'abandonne, de pas être digne en fait de l'attention qu'on pouvait me porter en fait. Ils vous soutiennent encore aujourd'hui ? Ah oui, ils sont très présents. Oui. Oui. Oui, on voit bien, parce que là, apparemment, on se dit, ça paraît, normalement, vous êtes, vous vivez une rupture amoureuse là dans votre vie de jeune femme. Pourquoi vos parents vous abandonneraient-ils ? On voit bien, c'est complètement irrationnel. Ah oui, c'est complètement irrationnel. C'est complètement irrationnel. Ouais. Hein, mais on voit bien à quel point la problématique de l'abandon est omniprésente chez vous. Malgré des parents qui sont très aimants et très soutenants. Ouais. Vous avez vécu des séparations ?
Euh, Oui, En fait, j'étais maltraitée quand j'étais jeune oui. par ma sœur aînée et mes parents n'ont pas pris les mesures en fait pour que ça cesse. Oui. Et donc, oui, je me suis sans doute sentie délaissée dans le fait que peut-être on accordait beaucoup d'attention à ma sœur qui était considérée comme fragile et moi j'étais censée encaisser tout ce qui se passait, quoi. Donc, Oui. Oui, ça certainement, oui. Oui, vous avez grandi dans un abandon moral, et physique, puisque vous étiez livré moralement et physiquement à cette sœur qui vous maltraitait. voilà, tout à fait. Donc, de fait, il y avait quand même, vos parents n'ont pas pris la pleine mesure de ce qui était en train de se passer. Non, pas du tout. Et je crois que, enfin, j'ai une histoire familiale qui est quand même très lourde et avec une sœur aînée qui effectivement a beaucoup de problèmes. Et c'est vrai que à ce moment-là, mes parents ont pensé bien faire en nous laissant ensemble, alors que moi, je demandais de partir en famille d'accueil ou en pension. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours été refusé. Et maintenant, mes parents regrettent, mais bon, j'ai pas de regrets par rapport à ça, dans le sens où ça m'a permis de me construire et que je suis quelqu'un de très tenace et j'ai pu développer une capacité d'adaptation aussi. Et donc il y a quand même des points positifs. Hein, j'en veux pas à ma sœur particulièrement. C'est juste que voilà, maintenant j'ai des difficultés effectivement à nouer des liens durables en fait. C'est-à-dire que dès que je sens que je m'attache à quelqu'un, je suis très distante et j'ai besoin que l'autre parte. C'est-à-dire que tant que j'ai pas de sentiments, que je suis pas attachée, je suis quelqu'un de très jovial, de très souriant, de très à l'aise, de très séducteur aussi. Et dès que je sens que je m'attache à la personne, je deviens pas pathétique, mais juste adorable, juste trop. Et je demande qu'une chose, c'est que l'autre s'en aille, quoi. Oui, mais en même temps, ce lien à votre sœur est à l'origine quand même peut expliquer, enfin c'est à travailler, j'imagine vous allez le travailler dans votre thérapie, parce que c'est une figure féminine importante de votre histoire, et vous vous trouvez dans vos relations amoureuses, alors face à aussi dans un autre lien, une figure comme ça de femme, où l'attachement peut être problématique dans la mesure où finalement vous avez été le souffre-douleur de votre sœur pendant un moment. Oui, tout à fait. Complètement livré à elle, dans la mesure où vos parents n'ont pas pu jouer le rôle de protection. Donc vous dites, dans un sens, c'est plutôt mettre un terme à la relation, c'est ne pas vous enfermer aussi dans une relation masochiste. Ce que vous pourriez reproduire, hein ? Oui. Dans une relation, voyez, être un peu dans quelque chose, un lien où vous pourriez reproduire quelque chose d'une relation de souffrance, trouver du plaisir dans la souffrance, ce qui n'est pas le cas non plus. C'est-à-dire qu'en fait, la dernière relation à laquelle j'étais, c'est ma première relation, on va dire, entre guillemets, longue, puisque ça durait 5 mois. Et j'étais extrêmement bien, quoi. On était très bien toutes les deux. Après, oui. C'est vrai que moi, j'avais envie d'une relation stable et durable, quitte à faire des projets dans les années à venir, enfin un peu plus tard, quand on se serait peut-être mieux connus, tout ça, mais je sais pas, enfin j'ai l'impression que à chaque fois que je parle d'engagement en fait à des filles ou même quand je parle du terme fidélité ou de relations sérieuses, que finalement les filles ont juste envie de fuir. J'ai l'impression que je suis là, enfin ce qui les intéresse c'est que je les séduise et que je m'amuse, mais que dès que la relation devient sérieuse, finalement j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne, quoi.
Oui, mais en même temps, vous dites qu'il y a une partie dans votre comportement qui peut induire ça aussi. C'est-à-dire que vous êtes certainement très séduisante, vous n'avez pas de mal à avoir des relations, mais après, il y a certainement beaucoup d'ambivalence dans votre attitude. C'est-à-dire que, à la fois, vous désirez, je vous crois tout à fait sincère, une relation dans la durée, dans la stabilité, mais dès que il y a quelque chose aussi qui vous fait peur. Donc vous pouvez, parce qu'il y a des peurs autour de l'abandon. Donc il y a quelque chose qui peut provoquer ça. C'est-à-dire vous dites que c'est l'autre qui part en courant dès que vous parlez d'engagement. Mais je pense que vous en avez tellement peur, tout dépend de la façon dont vous en parlez. Ouais. On va accueillir Jean-Marie qui, lui, je pense, voulait intervenir sur un autre niveau. C'est-à-dire le fait que quand on est homosexuel, il faut aussi toujours lutter. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Caroline Bonsoir. Dublanche. Bonsoir. On vous écoute. Oui, alors j'adhère totalement à ce que vous venez de dire à votre précédente interlocutrice. Il faut surtout pas qu'elle se jugule. C'est-à-dire, alors ce que je vais vous dire, ça va vous paraître bête, mais en parler aux personnes très très proches, en parler aux personnes qui vont vous comprendre, en parler aux personnes qui vont vous entendre sans vous juger. Alors ça peut paraître un petit peu bête, mais bon, c'est pas la première fois que je vous parle, hein, Caroline Dublanche, mais là j'ai réagi aussitôt. Cette jeune femme, elle est séductrice, certes, mais elle doit en jouer, tout simplement. Et puis si elle est heureuse, elle doit en faire partager entre guillemets, ses conquêtes ou autre chose. Et surtout, se protéger. Parce que c'est là l'essentiel, il faut se protéger. Il ne faut pas dire, oui, je suis avec un homme ou autre chose, s'il est avec une femme. Je pense, moi, en entendant elle se juge. Voilà, j'ai l'impression qu'elle se juge. Il faut surtout pas se juger. Il faut admettre la chose. C'est pas un péché, c'est pas un crime. Et à partir de ce moment-là, elle sera très heureuse. Voilà. Qu'est-ce qu'elle en pense? Je pense qu'effectivement, ouais, vous avez peut-être bien vu. Oui. C'est vrai que vous jugez beaucoup trop. Je me sens. Ça ne sert à rien de se juger. On est comme ça. D'abord, ce n'est pas un péché. On ne devient pas homosexuel. On est homosexuel. Maintenant, quant aux personnes qui vont dire c'est à cause d'une mère ou à cause d'un père absent ou trop aimant ou ceci, cela, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut absolument se protéger et le dire, voilà, mais aux personnes que l'on sent réceptives. Évidemment, les personnes, on en a tous autour de nous, que moi je qualifie de moyenâgeuses. Bon, là, il n'y a rien à dire. Hein. Il faut aussi se cacher pour se protéger. Mais il faut aussi le dire aux gens qui eux, ça leur est indifférent, et puis ça fait partie de leur quotidien, parce qu'ils ont un frère, une sœur, une belle-sœur, autre chose, qui vit soit avec un homme, soit avec une femme, et puis c'est tout. Il n'y a rien de monstrueux, voilà. Alors il y a Charles-Antoine qui envoie un mail aussi qui dit il est vrai que faire son coming out est très difficile, c'est difficile d'en parler à ses proches, mais si on nous aime vraiment, on l'accepte, ce sont nos choix, alors vivez votre vie, ne perdez pas courage, vous allez fonder la famille que vous souhaitez. Il y a Eridan qui dit l'orientation sexuelle ne détermine pas la durée de vie amoureuse. Selon moi, le problème vient plutôt de l'instantanéité du monde. Et puis il y a Eda alors qui dit essayez peut-être de parler de votre mal-être à votre sœur en mettant des mots sur vos mots et votre mal de vide, votre sentiment d'abandon, ne restez pas comme ça car malheureusement on se met des barrières et cela pourrait vous empêcher de vous épanouir. Quelle relation avez-vous? Pas forcément de l'homosexualité. Oui, non, on sent qu'il y a quelque chose de plus profond. Quelle relation avez-vous aujourd'hui avec votre sœur? C'est possible de parler avec elle? On parle très peu, c'est vrai qu'on a une relation assez froide en fait. Ouais. Bon, je viens d'apprendre qu'elle était au courant de mon homosexualité, je ne le savais pas du tout, donc j'en suis ravie qu'elle soit au courant d'abord et puis qu'elle le vive bien aussi. Et
Et c'est vrai que là, elle vit toujours, elle a une trentaine d'années, elle vit toujours chez mes parents. Donc je la vois régulièrement puisque moi j'ai un appartement dans le même immeuble. Et c'est vrai que c'est des relations tendues puisque elle ne souhaite pas quitter le nid familial et c'est vrai que moi la côtoyer c'est pas forcément évident quoi. La proximité géographique n'est peut-être pas forcément bonne pour un épanouissement. Ouais. Ce qui est incroyable, c'est que vos parents étaient à ce point sourds et aveugles. Vous parlez de maltraitance entre votre sœur et vous. Ouais. Et ça fait quand même ça, il y a des problèmes comme ça entre enfants. Lorsqu'un plus grand, même s'il n'a que 2 ans de plus, il y a des rivalités telles que ça peut mener à ce genre de comportement. Lorsque les parents n'interviennent pas, ça fait la trame du malheur ordinaire au sein d'une famille. Ouais. Et ça peut laisser des blessures, des blessures très profondes. Et vous avez raison, Jean-Marie, le problème n'est pas seulement, c'est pas tant votre homosexualité, c'est tout ce qu'il y a autour. Vous le dites d'ailleurs, cette histoire familiale là, derrière. Ouais. Il faudrait qu'elle s'éloigne peut-être. Parce qu'il y a un abandon moral profond, voilà. S'éloigner géographiquement, si elle en est à ce point-là de souffrance, ça peut être une bonne chose. C'est vrai que j'avais pensé partir à l'étranger, mais... sans partir à l'étranger, mais quelques rues, quelques quartiers, quelques villes. Voilà, le temps de dire, j'existe par moi-même, je viendrai vous voir quand il le faut. Si vous voulez pas de moi, vous voulez pas de moi, puis c'est tout. Et surtout pas accepter des invitations du dimanche, du ceci, du cela, qui sont là quelque part aussi pour vous juger, parce qu'on vous dira toujours un jour, t'es pas avec un homme, t'es pas avec ceci, t'es pas avec cela. Voilà, ce sont des choses pénibles, ce sont des choses réelles, et ce sont des choses qui existent, parce qu'on vous dit toujours, au bout d'un moment, vous êtes toujours seul. Voilà. Je suis assez d'accord. Je pense qu'un éloignement pourrait être déjà un peu symboliquement, ça serait important. Et c'était d'ailleurs c'était un poste c'était le poste de vos rêves qui était aux États-Unis, mais c'était peut-être important alors peut-être aussi loin, ça fait peut-être beaucoup d'un coup, mais ça aurait pu être aussi important de quitter ce cocon qui n'est tout sauf un cocon. Oui, parce que c'est un enfermement. Oui. Tout à fait, tout à fait, oui. D'ailleurs, vous voyez, je reçois un mail de Chaudron de la Barre qui dit j'ai entendu votre témoignage, Julia, et j'ai eu envie de vous écrire pour vous dire que les relations homosexuelles ne sont pas plus difficiles à bâtir que les relations hétérosexuelles. Vous avez tendance à vous oublier dans chacune de vos relations amoureuses, mais l'amour de soi n'est pas moins important que l'amour des autres et celui donné à l'être aimé. À présent, pour éviter de retomber dans cet écueil et éloigner les craintes de la perte et de l'abandon, vous devez poursuivre votre thérapie et prendre le temps de trouver quelqu'un qui vous conviendra davantage. Mais aimer l'autre ne signifie pas se perdre de vue ni renoncer à ses rêves. C'est trouver le juste équilibre. Et là, hétérosexuels et homosexuels sont confrontés aux mêmes limites. Ouais. Belle redécouverte de vous-même. Quand j'ai eu le standard, en fait, ma question principale, en fait, c'était de savoir finalement comment d'autres jeunes filles, dans mon cas, en fait, avaient fait pour nouer des relations avec plusieurs amis. Et j'ai un groupe d'amis, mais c'est vrai que plusieurs de mes amis sont célibataires et donc peine à rencontrer quelqu'un. Et je voulais savoir, avoir un peu une note d'espoir, on va dire, parce que c'est vrai que on va dans des soirées, des choses comme ça, parfois on va sur Internet, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile. Mais vous aurez, Julia, le problème, cette note d'espoir, bien sûr que si le problème, il n'est pas là. Non. Votre demande, elle est, la question n'est pas là, j'ai envie de dire. Vous n'avez pas de mal à faire des rencontres. Vous le savez bien. Justement, c'est là où le bas blesse, c'est que votre peur de l'abandon vous pousse à aller dans un tourbillon, à accumuler les rencontres. Et peut-être trop. Et trop vite. Or, les personnes ne sont pas interchangeables. Votre amie vous a dit hier qu'elle comptait se séparer de vous. Alors,
que vous envisagiez déjà de comment faire une rencontre, comment reconstruire, bon, très bien. Mais donnez-vous un peu de temps. Accordez-vous peut-être du temps pour justement être un peu moins dans cette peur de l'abandon. Sinon, il y a fort à parier que dans une nouvelle rencontre, vous retombiez dans les mêmes écueils. Bon. Parce que c'est pas tant l'autre aussi qui est en jeu, c'est vous et votre peur. Or, votre peur vous pousse dans les bras d'un autre qui vous réparerait de tout, actuellement. Vous lui donnez beaucoup trop de pouvoir à cet autre, alors que vous avez, en vous, des ressources. D'accord, ouais. Donc, bien sûr que vous pouvez, voyez, vous êtes séduisante, vous rencontrerez, mais vous risquez aussi de vous abîmer, le terme est fort, mais parce qu'en vous disant, de vous faire du mal un peu, en disant finalement toutes ces histoires, oui, on m'abandonne, ça marche pas, et pourquoi, je suis pas digne d'être aimée, alors qu'il ne s'agit pas de ça. Ouais, vous avez sans doute raison. Même aucun doute, mais c'est vrai que sortez, oui. Ça, à la limite, amusez-vous, voyez vos amis, flirtez si ça vous fait du bien. Mais pour le moment, n'envisagez pas, vous dites pas, il faut que je trouve quelqu'un à tout prix avec qui construire. Peut-être que ça se fera, d'ailleurs. Peut-être que dans vos sorties, vous allez, rencontrer quelqu'un et ça ira un petit peu plus loin. Mais ne soyez pas dans cette optique-là. Essayez plutôt d'être dans l'optique de dire, il faut que j'essaye de me construire et par rapport à cette histoire familiale compliquée, d'avoir moins peur et de travailler sur vos angoisses et sur vos peurs et d'être un peu moins, si vous voulez, d'avoir un peu moins cette peur en vous qu'une autre viendrait tout combler. Ouais. Être un peu plus construite. Ouais. Vous voyez ? Alors en même temps, ça ne vous empêche pas de sortir et de voir des amis, bien sûr. C'est vrai que jusqu'à présent, les seules façons que j'ai, parce que j'ai pas forcément souhaité en fait enchaîner les relations. C'est quelque chose qui m'a fait énormément souffrir. Et je le conseille vraiment à personne. Mais quand on souffre souvent d'angoisse d'abandon, soit on peut avoir tendance à enchaîner les relations. On comble un vide. Hein. Ou alors au bout d'un moment, après, on peut être désabusé. Et alors là, on reste vraiment dans le vide en disant, puisque je suis très déçue, donc je veux plus rien vivre. Vous voyez, on peut passer d'un extrême à l'autre. Là, c'est exactement ça en ce moment. Bon, alors oui, mais ça vient de se passer hier, la séparation. Donc vraiment, l'avenir est très ouvert, mais il faut que vous régliez des choses par rapport à votre histoire. Tout à fait. Et vous allez y arriver. Les angoisses, on peut travailler sur ça. Vous avez effectivement grandi dans un abandon moral et affectif. Bon, donc ça va se travailler là-dessus avec votre thérapeute. D'accord. Bonne chance, Julia. Et merci beaucoup, Jean-Marie, de votre aide. Mais écoutez, je suis toujours à l'antenne et je ne fais qu'approuver, mais j'aurais juste ajouté une chose. Allez-y, je vous en prie. Plus la rupture est récente, plus elle peut être reconstruite aussi. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, en tant que spécialiste. La rupture, quoi? La relation, vous voulez dire? Non, la rupture de cette relation qui a l'air d'être vraiment très récente. Oui. C'est-à-dire hier, plus c'est récent, plus les choses sont fraîches dans les esprits, plus ça peut se reconstruire. Je lui conseillerais justement d'essayer de recoller un petit peu les pots cassés, voilà, on va dire. J'ai pas beaucoup d'espoir à ce niveau-là. Oh, mais il faut toujours avoir de l'espoir. Moi, j'ai perdu beaucoup d'espoir en perdant ma maman. Je suis en grand deuil et je vous assure de l'espoir. J'essaie d'en avoir tous les jours. Bon, c'est pas facile. J'ai un fantôme à côté de moi. Maintenant, j'essaye. Je ne dirais pas que ça va bien tous les jours, mais si je rencontre quelqu'un, là, j'essaierai au moins de construire quelque chose et puis de rester fidèle au moins en amitié amoureuse à la base. Voilà, le reste, c'est comme ça. Et tout ce que vous a dit Caroline Dublanc, je vous assure, elle est dans le vrai.
elle est dans le vrai. Mais une relation cassée récemment peut se reconstruire de façon durable rapidement. Voilà. Enfin, c'est par expérience personnelle, voilà. Alors, je reçois un petit message de David qui dit « L'espoir est partout. C'est en intervenant dans votre émission que l'amour est venu jusqu'à moi, dit David. » Alors, vous voyez, David, comme quoi, on redonne le numéro du standard 3921 parce que, hors antenne, peut-être qu'il y aura des jeunes femmes qui souhaiteront correspondre avec vous, Julia. Et puis, il y a... Pardon, oui ? Très honnêtement, c'était essentiellement pour ça que j'appelais. Parce que tout ce que vous m'avez dit, je sais que vous avez tout à fait vu juste. Mais il fallait nous le dire d'emblée alors. Et c'est vrai que... cela dit, c'est pas une émission de petite annonce. Hein. Je voudrais au moins nouer contact avec des amis, voir un peu... connaître d'autres expériences. C'est pas une émission de petite annonce, je précise quand même. Hein. Alors il y a Rémi qui dit envie de vous rassurer en vous assurant que vous n'êtes pas la seule dans votre cas. Visiblement, beaucoup d'homosexuels ont encore moins envie que la plupart des hétéros de se poser, de fonder une vie à deux, simple et sans fioriture. Mais ce n'est pas pour autant que personne n'en a envie. Il faut savoir se libérer avec l'être aimé, sans lui laisser un total contrôle sur nous, savoir se protéger pour mieux aimer. Et puis Gabriel qui dit je ressens chez Julia une grande détresse, mais aussi une grande colère, qui n'a pu se dire continuez à travailler avec votre psy pour pouvoir vivre ses émotions avec elle en sécurité. Je ne crois pas que cela soit lié à vos préférences relationnelles. Ce sentiment d'abandon est un sentiment humain avant tout. Je vous souhaite beaucoup de douceur et d'apaisement envers vous-même. Écoutez, je suis très touchée des messages. Voilà, et on transmettra si on a des réactions pour vous. Merci en tout cas de votre confiance et merci à vous Jean-Marie. Au revoir. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Europe 1. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Caroline Dublanche. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Je reçois un mail de Natacha qui dit « Je suis homosexuelle et je suis un peu scandalisée quand j'entends que l'on ose dire que l'on est homosexuel, que l'on est à la naissance homosexuel. Je pense qu'on le devient parce que chacun est le produit de son histoire. Dire que on l'est à la naissance, c'est ouvrir la porte à des théories très génétiques, très dangereuses à mon sens. J'ai découvert l'an dernier mon homosexualité dans un foyer de jeunes filles. J'ai 19 ans, plus d'1 an que je suis dans cette relation. Bonne chance pour la suite, ne perdez pas espoir surtout. Oui, j'ai pas relevé effectivement quand Jean-Marie a dit cela. Je pense que c'était une façon de dire par rapport à ceux qui diraient que c'est un choix, qu'ils choisissent de l'être ou d'être homosexuel. En revanche, je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est le fruit ça fait partie d'un développement psycho-affectif, psychosexuel, et que c'est pas à la naissance. On n'a pas découvert le gène de l'homosexualité. Et que vous avez raison. Actuellement, il y a tout un courant de neurosciences, des génétiques et qui donc je comprends un peu votre réaction et je pense pas qu'à la naissance on puisse dire tel bébé deviendra homosexuel. C'est le fruit d'un long cheminement, d'une histoire et tout à fait d'accord avec vous. Allez, on va accueillir maintenant Sébastien. Bonsoir Caroline. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Je me permettais de vous téléphoner car je suis un petit peu perdu, moi qui d'habitude suis si sûr de moi. Oui. J'ai mangé ce midi avec mon ex. Je suis marié, j'ai un petit garçon de 3 ans, déjà divorcé une première fois. Là je suis marié, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Oui. Et puis j'ai appris que ma femme avait une histoire. Alors je ne sais pas si elle est très loin, mais tout du moins il y a eu cette démarche. Comment l'avez-vous appris ? C'est un peu moche, mais j'avais des doutes et j'ai regardé dans son téléphone. Et puis un échange de textos qui fait que ça laisse plus trop de place pour le doute. Alors en parlant ce week-end, elle me dit que c'est plus une histoire avec une belle personne qui
qui lui fait du bien en ce moment, qu'elle a besoin de parler. Mais bon, je sens bien qu'il y a d'autres choses. Vous l'avez évoqué tout de suite avec elle? Oui. D'accord. Ouais. Oui. Bah oui, parce qu'en ce moment, c'était pas forcément le beau fixe. Oui, j'imagine. Pour que vous en soyez arrivé à ça, voilà. à fouiller dans son portable, c'est qu'il y a des doutes, c'est que. Bon. Donc elle vous dit qu'elle a besoin de parler. Oui, qu'elle a besoin de parler, de voir d'autres personnes, de vivre. Oui. Et moi, je suis quelqu'un qui la met peut-être sur un piédestal. J'ai beaucoup de ses amis qui me disent que j'en fais trop pour elle, que je suis trop prévenant, que je la traite comme une princesse. Et elle me dit à chaque fois que je l'étouffe. Alors, bon, ça, c'est tout le temps, c'est l'éternel dilemme entre faire du bien mais pas en faire de trop. Et puis, je sais pas, pour tout vous avouer, ça fait quelques temps que je repense à cette personne que j'avais connue avant. Donc je l'ai recontacté. Oui. Je l'ai recontacté et je lui ai demandé si on pouvait déjeuner ensemble, tout en pensant qu'elle m'enverrait promener parce que j'avais été vraiment pas très correct lors de notre séparation. Et puis, voilà, fort de constater que durant le déjeuner, il y a eu des regards, il y a eu des paroles, il y a eu des mots, et tout de suite la complicité est revenue. Et elle m'a dit qu'elle venait en étant méfiante mais curieuse, mais qu'elle n'était pas sûre que ce soit une bonne chose de se voir. Mais au final, en partant, elle m'a dit que c'était plaisant et qu'elle avait souffert pendant 2 ans suite à la séparation. Qu'elle était dans son couple heureuse mais sans plus, quoi. Comme pas mal de couples avec le quotidien qui fait que ça nous bouffe un peu. Et moi, à 40 ans, j'ai le cœur qui s'enflamme. Et elle a 2 enfants, moi j'ai une petite fille. Et je sais pas comment lui dire que j'aimerais bien revivre toutes ces complicités qu'on avait ensemble et que sans l'effrayer. Et que Mais, comme vous avez quand même commencé en me disant que vous êtes un peu perdu. Donc c'est justement perdu face aux responsabilités, parce que je me dis oui, et c'est peut-être pas justement, on prend pas de décision comme ça quand on est perdu. Parce que vous avez quand même recontacté, l'auriez-vous recontacté s'il n'y avait pas ce flottement dans votre couple et si vous n'aviez pas découvert que votre femme entretenait une relation avec un autre homme? Est-ce que c'est pas une façon quand même pour vous de un peu de lui rendre l'appareil, hein C'est délicat parce que en toute sincérité, disons qu'en tant qu'homme, je suis blessé que Oui. elle ait une relation à côté. Ça se comprend. Ça se comprend, mais Oui. à côté de ça, moi c'est pareil. J'ai pas forcément. Depuis quelques mois, c'est plus pareil. Donc, Mais forcément, il ne peut pas en être autrement. Généralement, quand il y a un flottement dans le couple, il est rare, à moins d'être totalement en dehors, hermétique à ce qui se passe, ou avoir justement une liaison ailleurs et donc d'être épanoui en dehors, que l'un des deux soit pas bien dans la relation et puis que l'autre soit totalement bien. Ou alors il faut vraiment être totalement indifférent à son conjoint. Ouais. Donc forcément, vous aussi, vous accusez le coup de ça. Et finalement, là, vous êtes en train de déplacer un peu le problème. Ce qu'on peut avoir tendance à faire, c'est-à-dire d'aller se réfugier dans le passé, dans ce qui a pu marcher, et parfois de aussi un peu, je vous dis, se venger de l'autre, lui rendre l'appareil, dire bon, moi aussi, je suis capable, se rassurer aussi finalement, se rassurer sur le fait que l'on plaît. Alors cette femme, c'est vous qui l'avez quittée.
Vous avez l'honnêteté de dire que vous vous étiez mal comporté avec elle. Elle vous dit d'ailleurs qu'elle est venue à ce rendez-vous, elle a un peu hésité. Évidemment, si ça s'était pas bien passé, si pendant 2 ans, elle vous dit quand même qu'elle a mis 2 ans à se remettre de votre rupture. Et puis, donc, avant de lui déclarer quoi que ce soit, réfléchissez bien, j'ai envie de vous dire, parce que c'est pas sans conséquence. C'est-à-dire, cette femme a été amoureuse de vous, voire même vous a aimé, j'ai envie de dire. Et c'est le simple fait même de la recontacter n'est pas neutre pour elle. Ouais, je sais. Ouais. Ça a dû certainement beaucoup la chambouler, d'autant qu'elle vous dit qu'elle n'est pas très heureuse dans son couple. Bon, donc vous avez quand même une responsabilité là aussi. Ouais. Vous pouvez pas revenir comme ça et en me disant voilà, me revoilà et puis on renoue comme si de rien n'était. Bon. Et par rapport, si vous voulez, à votre couple, c'est-à-dire que c'est vrai que vous, bien sûr que vous pourriez reprendre une liaison avec votre ex, mais finalement, c'est l'énergie que vous mettriez pas dans votre couple, alors qu'après tout, votre couple traverse un moment, une période comme ça de difficile, comme ça peut arriver. Il y a des zones de tumulte dans les couples. Oui, bien sûr. Et ça ne veut pas dire que tout est fichu. Et qu'il faut baisser les bras. Certes. Mais vous voyez, pour autant, Caroline, j'ai eu deux propositions il y a quelques jours où j'aurais pu dire oui, j'y vais. Mais in fine, c'est pas ça que je recherche. Je vous comprends de dire que quand il y a un flottement dans le couple, se réfugier dans le passé, c'est un refuge facile. Mais à côté de ça, je pense que même s'il n'y avait pas eu cet événement, déjà, il faut le savoir, il y a de ça 2 ans, moi j'avais cherché à la revoir, vu que c'est quelqu'un qui mute assez souvent, j'avais eu des difficultés, j'ai eu beaucoup de mal à la retrouver. Mais j'avais eu la démarche et je ne l'avais pas fait. Là, aujourd'hui, je veux dire... Oui, mais là, vous avez déjeuné avec elle à midi. Oui. Vous êtes encore sous le coup de l'émotion. Oui, complètement. Bon, alors, je suis désolée, je vais être un peu terre à terre. Mais moi, ce que j'entends quand même, c'est que il y a quelque chose dans... Vous savez... D'ailleurs, vous voyez, je reçois un message de Sergio qui dit « On a souvent tendance à idéaliser les relations passées, à n'en garder que le meilleur. » Rappelez-vous que vous l'aviez quand même quitté, cet ex. Ouais. Bon. Elle, ce qui arrive parfois dans ce genre de relation qu'on veut reprendre après, elle vous dit qu'elle est venue à reculons et ça peut se comprendre si vous étiez pas très bien comporté avec elle, si vous étiez parti. Alors elle peut se dire tiens, au final il veut revenir, mais après vous le faire payer, ça arrive aussi parfois. Ouais. Hein, c'est pas forcément, mais ça peut arriver de dire tiens, il revient, d'accord, mais il va voir maintenant, c'est lui qui va en baver. Ouais. Ça peut arriver aussi. Je suis pas sûr que ça soit son style, mais bon, on ne sait pas, arriver. Mais ça peut arriver. Ouais. Et moi j'ai envie de vous dire quand même, bon, vous avez un petit enfant, vous avez votre couple traverse une difficulté. Votre femme vous dit qu'elle a besoin de parler. Peut-être oui qu'elle a besoin de parler. Alors vous dites il y a quelque chose. Vous en faites beaucoup pour elle. Vous la mettez sur un piédestal. Elle vous dit que vous l'étouffez. Et c'est là où du coup vous avez du mal à comprendre. Parce que c'est ça. Vous dites vous en faites beaucoup. Vous avez l'impression de donner beaucoup dans votre couple. Et pourtant elle étouffe. C'est ça. Alors. Qu'est-ce que vous voulez dire par là quand vous dites que vous en faites beaucoup pour elle, que vous la mettez sur un piédestal, votre femme?
Vous êtes en train un peu de déboulonner le piédestal en ce moment, mais enfin, ce qui peut se comprendre. Mais jusque-là. C'est-à-dire que forcément, au début de la relation, ce qu'elle rêvait la nuit, elle l'avait le lendemain matin, parce qu'on se dit, rien n'est trop beau. Bon, ça c'est une chose, et puis l'autre chose, c'est qu'elle a pris un poste à responsabilité maintenant, ça fait 2 ans, où elle est très souvent en déplacement, son job, c'est du 8-18, 8-20 heures, donc il faut gérer tout, le petit garçon, l'école, les courses, faire à manger, donc toujours être présent, essayer de devancer un maximum de façon à ce que dès qu'elle a 5 minutes ou le week-end, vraiment pouvoir se préserver, avoir du temps pour nous. Et au final, c'est des reproches en disant « t'aurais pu me laisser faire ça ». Mais je lui dis « oui, ok, mais à côté de ça, moi j'essaye de le faire pour qu'on ait du temps à 2 ». Et elle ne perçoit pas, elle ne comprend pas que c'est pour se libérer du temps pour être à 2. Et qu'est-ce qu'elle aimerait faire, par exemple, quand elle vous dit « t'aurais pu ». Des choses basiques. Oui, mais je pense que ça va au-delà. Parce que vous dites « essayer de devancer ». C'est-à-dire que vous semblez vouloir devancer ses attentes et ses désirs, à tel point que finalement, elle peut avoir le sentiment de ne plus pouvoir s'exprimer. Ouais. Il y a un décalage, semble-t-il. Ce décalage crée un point de rupture. Vous voulez bien faire, c'est là où il y a quelque chose, il y a une incompréhension dont il serait important d'arriver à parler. Parce que vous avez envie de bien faire, vous avez envie de l'aider au mieux, et elle a le sentiment de ne plus avoir de mots à dire. Son mot à dire, de ne plus s'exprimer, de ne plus pouvoir s'exprimer, de ne plus... Et d'ailleurs, c'est pas étonnant qu'elle vous dise qu'elle a trouvé quelqu'un à qui elle peut parler. Et peut-être qu'effectivement, ça se limite à ça d'ailleurs. En tout cas, le rapprochement, il y a danger, là, c'est évident. C'est peut-être aller plus loin ou peut-être que... Mais en tout cas, le rapprochement peut commencer à se faire comme ça. Quelqu'un à qui on se confie. Ouais, je sais bien. Donc, vous, par dépit, vous pourriez aussi vous rapprocher de votre ex. Mais voyez, et là, vous n'allez faire qu'aggraver le problème. Certes. Il y a David qui vous dit, je pense que c'est le dépit qui vous fait agir. On n'avance pas avec son passé, attention à la chute. On croit toujours que c'est mieux ailleurs. Il y a Didier qui dit, pourquoi voulez-vous affliger aux compagnons de votre ex le désarroi que vous éprouvez en ce moment? J'y ai pensé. Il y a Laurence de Picardie qui dit, votre couple vit déjà un moment difficile, ne vous emballez pas et n'oubliez pas qu'il y a déjà eu rupture. Vous vous réfugiez dans un passé où à ce moment-là vous aviez la part belle. Oui, mais alors il y a eu rupture justement parce que je sortais de mon divorce et où tout de suite elle m'a dit c'est quoi tes projets, vivons ensemble, avoir des enfants. Moi je me suis dit oulala, là j'ai envie de vivre, j'ai envie de profiter. Et quand on s'est séparés, je lui ai dit je suis désolé. Tu représentes beaucoup, je t'aime, mais j'ai envie de vivre, et là, le schéma que tu me proposes, c'est pas du tout ça. C'était pas pour partir pour quelqu'un d'autre, c'était parce que j'avais peur d'affronter certaines responsabilités à cette époque-là. Mais autant que je vous comprends, parce que sur le fond, vous avez entièrement raison, mais je veux dire, il y a quelque chose qui s'est cassé. Non, mais vous êtes très blessé. Ça se comprend que vous soyez blessé. Ça fait quand même 2 fois de suite où elle me dit que la première fois où elle tombe amoureuse pour quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre c'était pas réciproque, et je me dis je suis passé, la guillotine est passée très 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 près. Et là, maintenant, la deuxième personne... Oui, mais justement, Sébastien, je comprends, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, dans votre relation, est à faire évoluer. Si rien n'évolue, et il y a quelque chose... Vous devez arriver à en parler ensemble.
Alors, soit vous allez être en mesure de faire évoluer votre lien, soit vous n'allez pas le faire évoluer, mais vous ne pouvez pas. Là, la solution envisagée, c'est d'aller vous réfugier vers une autre femme. Évidemment, c'est réconfortant. Là, c'est réconfortant. C'est valorisant. C'est bon. Ça fera rien évoluer dans votre couple. C'est-à-dire votre couple, là, vous allez droit dans le mur. Et puis à fond sur la pédale de l'accélérateur. Hein. Vous y allez là. Bon. Donc. Il y a quelque chose qui est à prendre en considération, c'est que dans votre relation de couple telle qu'elle est, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors, vous avez le sentiment de bien faire et que ça ne lui convient pas, donc ça vous met en colère. Ça vous met en colère, cette colère, vous ne parvenez pas à l'exprimer. N'arrivez pas à l'exprimer et d'une certaine façon vous l'exprimez peut-être en reprenant contact avec votre ex. C'est une façon de dire bon moi aussi je vais aller voir ailleurs. C'est pas une solution qui va être très satisfaisante, je pense, à long terme. Je pense qu'il serait important d'en parler avec elle, de voir ce qui est en jeu. Et si vous n'arrivez pas, parce que comme vous dites, à 2 reprises, vous avez l'impression que le couperet passe très près, peut-être à ce moment-là d'aller voir un tiers pour vous aider à en parler, parce que non, mais je comprends. Proposé, c'est oui. un refus catégorique, donc on n'a pas besoin de quelqu'un pour, on n'a pas besoin de ça. Ouais. Mais alors là, dire si, en l'occurrence, là dire moi j'ai besoin de quelqu'un, dire lui dire si, parce que on en arrive lui poser clairement le marché en main, dire on en arrive quand même à besoin de quelqu'un puisque notre couple est en danger. Je crois qu'il faut lui présenter les choses comme ça. Notre couple est en danger puisque tu te refuses, vous pouvez dire à votre femme, tu te refuses à aller voir un tiers, mais le tiers, tu le choisis, c'est un autre homme que tu fais intervenir, à qui tu te confies. Simplement, cet autre homme, il n'est pas payé pour que ce que tu te confies, c'est pas un professionnel. Donc moi, ça, je suis pas obligée de l'accepter. Ça, vous pouvez lui dire. Tout à fait. Et dans la mesure où ça se passe comme ça, moi, le contrat que l'on a ensemble, le contrat moral, notre contrat de couple, là, il y a quelque chose qui va plus. Donc moi aussi, je peux m'autoriser à ce moment-là à aller voir ailleurs. Donc là, à ce moment-là, notre couple est en danger. Là, vous pouvez lui dire très clairement. Bon courage en tout cas, Sébastien. Merci Caroline. Bonne soirée, au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21, 34 centimes la minute. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez y parler de vous en toute liberté et sans tabou en appelant le 39 21. Vous pouvez également réagir par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit ou nous envoyer vos courriels sur le site europe1.fr. Alors justement par rapport au témoignage de Sébastien qui intervenait juste avant le journal de minuit, qui avait découvert que sa femme avait une relation avec un autre homme et qui lui avait déjeuné avec son ex à midi et qui se posait beaucoup de questions. Cathy dit, n'avez-vous pas le sentiment de vouloir réparer l'histoire inachevée avec votre ex? C'est aussi ce que pense un petit peu Eda qui envoie un petit mail pour dire j'ai l'impression que vous avez envie de faire votre mea culpa avec vos relations du passé. Et puis un SMS qui dit dans un couple chacun doit pouvoir exister et s'exprimer. On va maintenant accueillir François. Bonsoir.
Bonsoir Caroline. Bonsoir François. Bonsoir. Oui, je vous appelle parce que je suis célibataire. Oui. Et depuis 2 ans, j'ai une relation avec 2 personnes. 2 D'accord. femmes différentes. Mhm. J'ai voulu mettre fin à cette situation rapidement. Je me suis rendu compte que j'étais addict aux 2 personnes. Mais pas addict dans le sens sexuel. Addict dans le sens où le bien-être avec ces 2 personnes, le partage de beaucoup de choses, de voyages, de discussions, fait que je n'arrive pas aujourd'hui à faire un choix de l'une ou de l'autre, parce que je me sentirais aujourd'hui coupable de trahison envers l'une ou l'autre. Donc je suis à la fois... En même temps, elles ne savent pas, elles ne connaissent pas l'existence de l'une ou de l'autre, de l'une et de l'autre. Si. Malencontreusement, un jour, elles se sont rencontrées voilà, à la maison et ça s'est très mal passé. Donc. Mais par la suite, elles m'ont rappelé en me disant qu'elles trouvaient en ce que je donnais, c'est-à-dire un partage le don de soi. Enfin, je donnais à chacune ce qu'elles avaient besoin. Et aujourd'hui, je me trouve prise au piège. C'est peut-être un grand mot. Oui, peut-être. Je me trouve, je ne sais pas quoi faire. Je me trouve même, je disais à votre collaboratrice, honteuse, sale, peut-être, de mener en parallèle 2 choses. Oui, il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Non, j'exagère pas, mais. Alors, donc, ces 2 femmes connaissent leur existence. Au départ, non, mais maintenant, elles savent que vous avez l'une et l'autre. Elles savent que vous entretenez une relation avec l'une et avec l'autre. Oui. D'accord. Et elles décident de poursuivre une relation avec vous. Oui, non, mais c'est après tout, elles sont adultes et elles ont leur libre arbitre. Oui. D'accord. Elles décident dans la douleur, parce que je comprends que parfois l'une me pleure parce que je donne peut-être trop d'amour à l'autre et inversement. Mais moi, dans cette histoire, je ne me reconnais pas. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je ne suis pas un homme qui court après les rencontres. Il est clair qu'en ne prenant pas de décision, vous faites souffrir, hein, ça c'est évident. C'est pour ça que... Mais pour autant, alors ce qui est justement paradoxal, quand vous dites que vous vous sentiriez coupable de trahison vis-à-vis d'elle. Parce que, vous voyez, c'est justement l'inverse. C'est à un moment, en prenant une décision, que vous pourriez éviter cette situation d'avoir à faire souffrir en ne prenant pas de décision. Mais vous, on comprend bien que vous n'avez pas envie, intérêt à choisir, puisque chez l'une et chez l'autre, vous trouvez des choses différentes, elles ont des personnalités, semble-t-il, différentes, et donc vous, dans cette situation, vous y trouvez votre compte, évidemment, bien plus qu'elle. Mon compte, bien évidemment, parce que parce qu'avec l'une, c'est plutôt du voyage, de la culture. Avec l'autre personne, c'est plutôt du sport, c'est du ski, c'est le grand air. Donc, mais quelqu'un pourrait dire, ben oui, mais c'est parfait, on vit avec l'une et l'autre. Mais moi, je ne peux pas vivre cette situation.
Mais vous ne pouvez pas. Pourquoi ? Parce qu'elles vous mettent la pression ? Parce que non, parce que j'ai un sentiment, parce que j'ai essayé de pendant un certain temps de ne les appeler ni à l'une ni à l'autre, et j'ai comme l'impression d'abandon, je me sens seule, je me sens pas bien, et je recontacte à nouveau. C'est de l'addiction, en fait. Je suis addict. Enfin, vous avez besoin d'elles, vous avez besoin des deux dans votre vie. Et aujourd'hui, si je vous ai appelé, c'est parce que j'ai mis du temps à vous appeler, parce que je voudrais mettre un terme et avoir une vie posée et pleine, peut-être pas avec l'une ou l'autre de ces personnes-là, mais avoir une vie entre guillemets normale, c'est-à-dire partager avec un seul être ce que l'on a envie de vivre, quoi. Voilà, et ce pas pour rompre, je ne sais pas comment, je ne sais pas. J'ai essayé à plusieurs reprises de dire c'est fini, ou peut-être je ne l'ai Mais c'est fini pas. à l'une et à l'autre ensemble. Oui. C'est ça, vous ne concevez pas de rompre avec l'une et pas avec l'autre. Non, je voudrais rompre avec l'une et l'autre, parce que je ne pourrais pas vivre avec l'une en me disant j'ai rompu avec l'autre. Donc, oui, elles se complètent vraiment pour vous. Oui, je n'arrive pas je n'arrive pas. Je suis. Et auparavant, parce que vous dites que vous êtes célibataire, auparavant vous étiez, vous avez toujours été célibataire, vous étiez en couple. Je suis célibataire depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Et je les connais les deux depuis 2 ans et demi. Vous les avez rencontrés au même moment ? Non, une puis après l'autre. Mais c'était le hasard du hasard, voilà, une rencontre, voilà, le hasard, une rencontre qui s'est bien déroulée. Je cherchais une maison, puis j'ai rencontré un propriétaire qui la vendait, voilà. Mais pourquoi voulez-vous à tout prix rompre ? Mais parce que ça ne me représente pas, je ne suis pas... visiblement, oui, mais en même temps, c'est sur quoi ? Sur un point de vue moral ? Moral, oui. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous leur promettez à ces deux femmes ? Rien. D'accord. Bon, donc pourquoi voulez-vous décider pour elles ? Parce que si après tout, si vous leur cachiez la vérité, en leur faisant croire que vous aviez une relation, qu'elles étaient uniques dans votre vie, et que on pourrait concevoir qu'effectivement moralement ça vous pose un problème. À partir du moment où elles sont au courant qu'elles sont deux à partager votre existence, elles ne vivent pas avec vous, vous êtes célibataire, mais et qu'elles l'acceptent, écoutez, elles sont largement adultes, et donc elles peuvent, si vraiment cette relation est trop difficile à vivre pour elles, décider, elles, d'y mettre un terme. Ah, j'y avais pas pensé. Je vois pas pourquoi vous voulez décider pour elles. Excusez-moi, parce que je ne sais pas, parce que... Enfin, vous voyez, c'est une façon de décider pour les autres. Parce que vous n'avez pas à décider pour les autres. Je me disais que j'étais lâche de laisser... Elles ont leur libre arbitre, ces femmes. Hein. Oui, mais je pensais comme... Est-ce qu'elles n'ont pas forcément envie, elles, d'arrêter votre relation ? Quand vous leur dites que vous voulez arrêter, qu'est-ce qu'elles vous disent ? Elles disent que non. D'accord. Bon, vous voyez. Donc elles veulent continuer. Elles disent que non, mais le problème, c'est pas que c'est un problème. Aujourd'hui, j'arrive à un âge... Vous avez quel âge ? 50 ans. Et je voudrais plutôt avoir une vie avec une personne que je partage pleinement. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit avec l'une ou l'autre. Ça sera un moment... Mais dire, cette histoire s'est bien passée,
j'ai connu beaucoup. À un moment, peut-être qu'effectivement, vous rencontrerez une personne qui vous correspondra simplement davantage et vous n'aurez peut-être pas tout, hein, vous n'aurez peut-être pas la culture, le sport et tout, tout réuni. Comment sortir de ce sentiment de culpabilité alors? Pourquoi? Oui, écoutez, écoutez, ça, oui, ça c'est un peu votre problème, la culpabilité, parce que après tout, elle, c'est à elle aussi. Quand vous voulez rompre, elles vous disent qu'elles n'ont pas envie de rompre. Donc, après tout, ça c'est avec vous, hein. Et puis vis-à-vis de vous, finalement, cette relation, vous y quand même trouvez votre compte, hein. Donc voilà, c'est quand même ce qu'on entend, hein, malgré tout. Non, donc si vous voulez vraiment trouver quelqu'un avec qui vous voulez une relation plus stable, vous avez concrètement les moyens. Vous pourriez le faire. Or, c'est que pour le moment, les désirs n'est pas le plus fort, et c'est que il y a quand même un certain confort dans cette relation pour vous. Et encore une fois, c'est pas à vous de décider pour ces deux femmes. Voilà. D'accord. Merci en tout cas de votre appel. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir, François. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Et puis des messages qui arrivent au 7 39 21. Il y a alors attendez, je vais trouver. Il y a Sandrine qui dit la solution, c'est peut-être finalement ces deux femmes qui vont vous quitter, lassées d'attendre un choix de votre part. Et il y avait quelqu'un qui disait, c'était Jo qui dit la solution, sortez, vous allez finir par en trouver une troisième qui correspondra plus à vos goûts. Allez, on va accueillir maintenant David. Bonsoir David. Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, je vous appelais parce que j'ai un problème, mais c'est pas trop évident à en parler. Alors, je vais le dire pour vous. Vous êtes très attiré par les pieds. Oui, c'est ça, oui. Les pieds des femmes. Oui, beaucoup. Et ça fait un frein en fait pour les rencontres, quoi, parce que les femmes prennent beaucoup peur de ça. Oui, j'allais dire, vous en parlez comme un problème. C'est un problème pour vous. Pour moi personnellement non, parce que je suis vraiment un grand fan, un conditionné comme on peut dire. Et puis c'est au point de vue après rencontre avec les filles ça leur pose beaucoup de problèmes, quoi. Pourquoi vous en parlez d'emblée? Un peu déjà pour les avertir qu'il n'y ait pas la mauvaise surprise plus tard, quoi. Mais oui, mais alors, c'est-à-dire, ça serait quoi la mauvaise surprise plus tard? C'est-à-dire, vous vous intéressez uniquement à leurs pieds? Disons que j'en ai vraiment besoin pour passer à l'acte, quoi. Oui, c'est ce qui déclenche une érection. Oui, voilà, quoi. D'accord. Oui, c'est... Mais alors, c'est peut-être ce qui pose problème dans la rencontre, si d'emblée vous leur parlez de votre attirance, de votre fascination pour les pieds, parce que c'est vrai que pour le coup, elles peuvent se dire sur qui je suis tombée. Oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Parce que ce en quoi, elles peuvent se sentir un peu, dire tiens, si ils voient en moi que mes pieds, quel intérêt. Enfin, c'est une vision du corps très morcelée, même si vous, c'est ce qui vous fait fantasmer. Elles disent il n'y a pas rencontre, quoi. Elles ont l'impression que c'est juste cette partie de leur corps qui vous intéresse, ce qui est pas faux d'ailleurs. Oui, c'est pas faux, mais voilà, y a pas. Vous les choisissez en fonction de leurs pieds. Si j'ai l'occasion de les voir, oui aussi, oui, mais après, de ce temps-là, elles sont pas beaucoup dévêtues, quoi. Ah non, là avec les moon boots et tout, là vous êtes malheureux en ce moment, hein, David. Oui. Vous les voyez pas les pieds là. Non, donc ouais. voilà. C'est mieux pour vous l'été comme saison.
Oui, voilà, Ouais. l'été, printemps, c'est... Printemps, c'est l'été, là, comme- c'est... Mais alors, quand vous vous baladez dans la rue, vous avez des érections rien qu'en vous promenant dans la rue, là, en voyant des nu-pieds. Oui, c'est tout Ça à fait peut ça, en fait. Hein. Oui, bah, Ah oui. complètement. Oui, je suis vraiment un inconditionnel de ça. Ah ouais. Et bon, bah, pour moi, c'est pas un problème personnellement parce que bon, voilà, c'est mon fantasme, comme vous l'avez dit. Mais bon, après, voilà, c'est pour les rencontres, c'est un peu plus, plus compliqué. Quoi. Il faut qu'ils soient comment, pour vous, les pieds? Que qu'il soit vraiment bien dessiné, quoi. Après, la grandeur n'a pas d'importance. Ouais. Donc, c'est... Voilà, quoi, c'est vraiment la forme, quoi, du pied qui est... Vous avez une forme particulière? Oui, qui est pas d'oignon, tout ça, quoi, qui est pas... C'est mieux. Quand il y a beaucoup de dames qui portent beaucoup d'escarpins, ont beaucoup les pieds un peu abîmés. C'est vrai, c'est pas bon pour les pieds, les escarpins. Oui, ouais. Et bon, ça m'attire tout de suite moins, quoi. Alors, c'est important parce que en même temps, dans les escarpins, c'est le côté haut talon, donc ça vous fait pas fantasmer. Ah, si, aussi. Vous aimez bien les talons? Ah, oui, parce que je me suis déjà fait marcher dessus en haut talon, tout ça, et... Ah oui, vous aimez vous faire piétiner? Oui, beaucoup, oui. Ah ouais, mais dites-moi, ça c'est... se faire piétiner par des hauts talons, ça fait mal. Oui, mais bon, après, vu que voilà, c'est du fantasme, c'est un plaisir, donc... Ça vous procure une jouissance? Oui, beaucoup, oui. Ah oui. Non, parce que vous pourriez aimer vous faire piétiner pieds nus. Déjà, c'est pas facile. Tout dépend de la corpulence de la dame. Mais alors, avec une femme qui porte des talons. C'est plus rare quand même. Mais bon, on me l'a déjà fait. Oui, là, on est quand même dans des relations un peu SM. Oui. Oui, donc effectivement, il faut trouver la partenaire qui s'y prête. Hein. Oui, c'est pas évident. Oui. Donc voilà, y en a beaucoup qui veulent quand même essayer et tout ça. Donc, oui. Après, voilà, quoi. Oui, moi, je suis alors, ravi, quoi. Essayer, c'est-à-dire, c'est ça la question, c'est essayer, ça peut être bon pour une fois, de temps en temps, pourquoi pas, hein, ça peut être un jeu érotique. Mais vous, semble-t-il, vous ne pouvez pas, vous avez besoin pour parvenir à l'érection de ce que ça passe, qu'il y ait des jeux érotiques autour des pieds. Oui. S'il n'y en a pas autour des pieds, ça veut pas, ça marche pas. Ça sera beaucoup plus difficile, on va dire, parce que ce qui représente les cunis, tout ça, moi, voilà, quoi, ça ne m'attire pas du tout. Donc, je suis assez... Mais en dehors de vous faire piétiner, qu'est-ce que vous aimez? Vous aimez les lécher, les caresser, Ah oui, beaucoup faire de massage, les cajoler, les lécher. D'accord. Bon, ça c'est pas désagréable. Tout ce qui touche le fétichisme, quoi. C'est ça, ouais. Ouais. Donc après, c'est vrai que c'est pas évident à trouver ce genre de dames qui veulent bien. Oui, mais parce que moi je pense que dire d'emblée à ça à quelqu'un. Alors là, vous parlez sur Internet. Dites. Oui, Internet ou même en discothèque quand je sors tous les week-ends. Mais oui, mais alors évidemment, vous imaginez bien, j'ai des messages. Il y a Sergio qui dit l'expression prendre son pied prend vraiment tout son sens là en vous écoutant. Oui, d'ailleurs, elle n'a pas été inventée par hasard, hein, cette expression. Mais vous pouvez pas le dire, ou alors vraiment, il faut vraiment avoir beaucoup d'humour. Il faut que la demoiselle en ait aussi beaucoup pour l'exprimer, pour l'entendre de cette façon-là. Parce que un homme qui vous aborde d'emblée sur ce mode-là, en vous disant que il a envie de se faire piétiner, on se dit c'est quelqu'un. Ah non, pas fou. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la folie, ça. Mais bon, déjà, vous avez envie, il y a un côté soumission.
Ce qui est pas sans rapport d'ailleurs, parce que le pied, le côté, le fait dans les fétichistes, le côté souvent ils aiment bien les pieds avec le côté haut talon. Le haut talon, c'est quand même aussi, il y a un côté, un symbole phallique du talon. Et les femmes, on le sait bien ça. Quand on veut souvent être dans quelque chose de l'ordre de la séduction, rarement on est avec des talons plats. Bah oui. Les talons plats, c'est plat quoi. La vie est un peu plate à talons plats. Hein. Donc c'est mettre, ça prolonge la jambe. Ça, il y a quelque chose dans le haut talon. C'est quand même le haut talon. La femme, il y a un côté, ça donne une allure assez conquérante dans le talon haut, la jambe, le talon haut. Il y a quand même du pouvoir dans tout ça. Et c'est quand même, il y a quand même quelque chose de phallique dans le talon. Et souvent, il y a quelque chose autour de ça dans le fétichisme. D'accord. D'accord. Mais bon, après, si vous voulez, alors il y a Sandrine qui dit trouver une dame podologue et là ça sera le pied. Je suis pas sûre parce qu'en même temps elle dirait encore du boulot à la maison, vous voyez, elle a peut-être pas envie. Quoique bon, elle si elle s'occupe des pieds, elle a raison Sandrine, des pieds des autres toute la journée. Elle aura peut-être envie qu'on s'occupe des siens le soir. Mais bon. C'est pas évident à trouver quoi, parce que bon j'y vais pas franco non plus comme ça quoi. Qu'est-ce que vous dites alors, par exemple en boîte? Il y a des discussions parce que en boîte je suis jamais trop à jeun non plus. Puis il y a des discussions et puis après c'est vraiment sur la fin la discothèque que je demande à la dame si des fois ça lui plairait de goûter un peu au fétichisme du pied. Oui. Et alors, quel genre de réaction vous avez eu? Beaucoup de rigolades au nez. Oui. Oui, beaucoup de genres comme ça. Oui. Quoi. Mais bon, après, il y en a certaines qui s'y prêtent, d'autres qui s'y prêtent pas. Donc, oui. C'est très... Oui, il y en a qui sont partantes, qui tentent l'expérience. Ah oui, tout à fait. Oui. Et vous avez toujours eu ça, cette attirance pour les pieds? Depuis la primaire, je regardais beaucoup les pieds de ma prof parce que je trouvais qu'elle avait beaucoup de jolis pieds. Donc, Oui, votre maîtresse. Oui. Oui, elle avait des jolis pieds. Oui. Voilà, oui. Oui. C'est curieux les pieds, ça laisse pas indifférent. Non, c'est vrai. non. C'est soit c'est alors là vous êtes fétichiste très clairement des pieds. Il y a à l'inverse, il y a des gens qui ont une horreur des pieds. Oui, presque une phobie des pieds, qui ne supportent pas de voir, qui ne se mettraient jamais en tongs ou jamais en nu-pied pour des femmes qui détestent leurs pieds, vraiment. J'en parlais là avec la podologue qui me disait vraiment le rapport au pied est très, c'est souvent quand les gens disent quelle est la partie du corps que vous aimez le moins, c'est souvent, ça revient souvent. Oui, c'est vrai. Oui, mais bon, moi je trouve ça très attirant. Et puis... Alors il y a Brigitte qui pose une bonne question, elle dit mais finalement, là on est dans le cadre du plaisir, elle dit recherchez-vous juste du plaisir ou aimeriez-vous avoir une relation amoureuse? Parce que c'est ça, c'est vrai, c'est-à-dire que finalement, pourriez-vous tomber amoureux d'une femme juste en regardant ses pieds? Je sais pas, je ne pense pas parce que l'amour, moi j'y crois plus beaucoup non plus et je me porte vraiment sur ça et ça me plaît bien pour le moment quoi. Juste le plaisir. Juste le plaisir. Oui. Oui, c'est ça parce que c'est peut-être ça qui est un peu problématique. C'est qu'on a l'impression l'autre c'est comme un morceau de corps, vous voyez, c'est-à-dire vous ne pouvez prendre votre pied qu'avec le pied. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis c'est vrai que c'est quand même un véritable problème parce que il y a pas beaucoup de femmes qui aiment se faire lécher les pieds, des trucs comme ça quoi. Elles ont vraiment peur parce que... Non, mais se faire lécher les pieds, c'est pas tant le problème. Je veux dire, dans une relation, dans le cadre de relations amoureuses, de relations sexuelles, tout peut se faire. Tout peut se faire. Entre adultes consentants.
Mais après, c'est si vous voulez, c'est si on est dans quelque chose où il ne peut y avoir obtention d'une érection que si il y a un passage obligé. À ce moment-là, vous êtes prisonnier de ça. C'est le propre du fétichisme. Vous ne pouvez avoir une érection qu'à partir du moment où il y a passage obligé par le pied, si je puis dire. Vous voyez, c'est là où vous êtes complètement dépendant de ça. Oui, complètement. Oui. C'est tout à fait vrai. C'est un peu embarrassant quand même. Donc c'est un moment après qu'il y ait plein de fantasmes, des jeux sexuels. Bon, pourquoi pas. Mais c'est que votre plaisir ne peut s'obtenir que toujours finalement de la même façon. C'est un scénario très répétitif. Oui, beaucoup. Oui. On va accueillir Dany qui est avec nous au 3921. Bonsoir Dany. Ah, elle est pas là. Bon, je pensais qu'elle allait. Elle va. Bon, on va avoir des réactions qui vont arriver au 3921. On a Claudine qui est avec nous. Bonsoir Claudine. Ah oui, bonsoir. Pardon, je pensais pas tomber déjà à la radio. Oui, attendez, si vous êtes là. Ah oui, voilà, j'ai mal appuyé sur le bouton parce qu'il y avait la radio qui marchait en même temps. Et après, vous auriez été embêtés. Bonsoir Caroline. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Et puis, en même temps, je m'étais promis juré de vous faire un petit quelque chose pour votre anniversaire et vos bons vœux. Et j'ai tout loupé. Enfin bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais me rattraper. L'important, c'est que vous soyez avec nous ce soir et que vous réagissiez là. Que c'est David. Oui. David, oui. Oui, bonsoir David. Il existe un club à Lyon qui est fétichiste des pieds, dont des femmes y font partie, mais c'est quelque chose de payant. C'est un club où il faut adhérer. Et vous pouvez rentrer célibataire, enfin comme vous voulez, quoi. Et il faut y adhérer. Et l'adhésion est vachement chère. Enfin, je me souviens plus trop bien du prix parce que j'avais su ça dans un bouquin d'annonces spécialisé, on va dire, et puis où toutes les sexualités sont autorisées. Et puis donc toutes les dérives possibles, dont le fétichisme. Alors, personnellement, moi, avant de... Ah oui, c'est pas réservé ce club qu'à ceux qui sont fétichistes des pieds. Disons que... Ça pourrait, mais bon. En partie, oui, parce que... disons que les gens qui vont y adhérer, ça va être des gens qui sont particulièrement intéressés par les pieds. Donc fétichistes des pieds, on va dire, mais grosso modo, ça serait peut-être plus, disons, c'est vrai, ouvert à toutes sortes de sexualités, enfin, toutes sortes de désirs sexuels, mais je pense que peut-être en priorité, les gens qui iraient dans ce domaine-là seraient déjà des fétichistes du pied essentiellement, quoi. Oui. Par contre, après, on peut avoir d'autres fétichistes qui puissent y rentrer également, qui seraient intéressés par exemple par les bas ou le collant, et qui puissent également se donner du plaisir sur les pieds. Mais par contre, c'est un club qui est énormément cher, et en plus, il propose une sortie mensuelle qui est également vachement chère dans un une randonnée, une petite randonnée pédestre. Même pas ça, parce que c'était dans du genre restaurant de luxe avec enfin pas de luxe, mais parce que moi j'ai failli enfin c'est d'ailleurs que je leur avais écrit à ces gens-là, ils m'avaient répondu sur ces termes-là que l'adhésion était d'un certain prix. Je me rappelle pas trop bien. Elle est combien? Elle est de combien l'adhésion? Je crois bien que si l'équivalent en euros, parce qu'à l'époque on était encore en francs, ça devait remonter à peu près à une 120, 150 euros à peu près l'année. Enfin bon, on va pas dire que ce soit énorme, mais quand même. Et puis ensuite, la sortie mensuelle,
c'est-à-dire que déjà on va se payer quand même l'adhésion annuelle, plus après il faudra assurer toutes les sorties mensuelles. Et les sorties mensuelles sont des restos quand même plutôt assez cossus, avec éventuellement des sorties à la clé dans des clubs mélangistes ou échangistes, et dont les entrées sont vachement chères quand même. Enfin, l'entrée plus la conso, quoi, ça fait un certain prix. Bon, alors vous n'êtes pas du côté de Lyon, David. Non. Non, malheureusement. Mais je vous sens prêt à faire le déplacement. Hein. Attendez. Je vais déménager. Ouais. Non, parce que ces gens-là, ils sont, je crois que c'est basé sur Lyon, mais ils font des sorties aussi sur Paris, quoi. Enfin, il y a une. Hors antenne, on va vous mettre en relation pour que vous puissiez donner les coordonnées à David. Ouais, non, parce que moi personnellement, j'ai tout bazardé. Oui. Je n'ai pas gardé les coordonnées de ces gens-là, parce qu'après, quand ma vie a changé dans ma transsexualité, j'ai petit à petit, changé complètement mes habitudes, parce qu'avant, moi, j'étais fétichiste du collant, et puis petit à petit, tout ça s'est vachement estompé au fur et à mesure que je sentais ma vie de femme en moi, au point que, par exemple, ça m'arrivait d'aller chanter avec la guitare dans des restaurants où j'étais en short, un tout petit short vachement mini, et avec mon collant dessous. Et puis, je ne sentais aucune sensation de fétichisme par rapport à ce que j'avais d'avant, alors que j'étais pas encore sous traitement hormonal. Mais ça me faisait rien du tout, si vous voulez. Enfin, sexuellement parlant. Ensuite, on est arrivé il y a 3 ans de ça, début 2009, où j'ai commencé mon traitement hormonal, où là, tous les antécédents ont été complètement anéantis. Voilà, Bon, en tout cas, merci beaucoup, ma chère Claudine, d'avoir été avec nous. Et puis, hors antenne, on vous mettra en relation avec David, parce que peut-être que vous pourrez, de mémoire, lui donner les coordonnées. Il y a Sergio qui dit, moi, il n'y a que les pieds de Zizou qui me font rêver. Et oui, on comprend. Zidane, alors, évidemment. Allez, on va accueillir maintenant Dany. On va accueillir Dany. Bonsoir, Dany. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Écoutez, ça change, c'est quand même un petit peu amusant ce soir. Un petit peu coquin, voilà. Parce que j'ai coupé la radio après parce que je croyais passer plus tôt, donc j'ai dû louper peut-être une partie de l'échange. En tout cas, moi, ça me choque pas, un homme qui a dit qu'il aime bien les pieds, j'ai déjà entendu ça. Pas plus que celui qui exige des gros seins ou un gros derrière. Ça, c'est pas. Il y en a qui fantasment, oui, effectivement, ça leur vrai. On dit. Comment ? Oui, c'est vrai que dans les annonces, on voit les pieds, a forte priori, poitrine. Lécher les pieds, j'allais dire, c'est pas pire qu'autre chose. Mais alors, ce qui m'amusait, c'était celui qui écrit souvent, là, qui parle de on dit bien prendre son pied. Bah oui. Donc non, mais ça me choque pas. Par contre, j'ai entendu à un moment qu'il aimait bien. C'est David. Se faire piétiner avec des talons aiguilles, ça, j'avoue que c'est un peu space quand même. Ça, il faut. On n'oserait pas le faire, hein. Enfin, non, moi j'ai des bons pieds, mais je suis pas du tout dans la catégorie de son âge, donc je cherche pas. Mais j'ai rencontré des hommes déjà qui voulaient baiser les pieds, et puis qui étaient souvent fétichistes du collant, des bas et tout. Et moi, je disais, quand j'ai un porte-jartel, j'ai l'impression d'être une marionnette sur. c'est pas le plus pratique. Enfin, mais bon, les hommes qui ont besoin de ça pour avoir une érection. Et moi, ce que je voulais savoir, par curiosité, et pour faire mon éducation sexuelle, savoir si il fait pas l'amour, il fait l'amour qu'avec les pieds ou ou comme un pied, peut-être. Mais j'espère pas, parce que ça c'est. Je pouvais pas. Pardonnez-moi, hein, David. C'était la ficelle était grosse. Il y a des fois des sujets plus graves. Ça fait rire ceux qui sont un peu dans la peine. Mais est-ce qu'il fait l'amour qu'avec les pieds ? Parce que il n'y a pas de pénétration, il n'y a rien pour la femme ? Si, bien sûr, parce que en fait, c'est comme des préliminaires. Voilà, c'est une zone d'excitation, comme certains aiment bien s'enfouir la tête entre des gros seins, des choses comme ça. Voilà, exactement. C'est pas a priori, mais votre histoire de se faire piétiner par le talon aiguille, j'avoue que là, ça relève un peu. Voilà, c'est là, ça dépasse. Talon aiguille non plus. Comment ? Pieds nus aussi, c'est pas. Pieds nus, mais enfin a priori. Oui, c'est vrai que tout est possible, comme disait Caroline tout à l'heure, entre adultes consentants, mais enfin là, ça fait un peu. Là, on est un peu dans des pratiques SM, de se faire piétiner comme ça. Douleur,
Il y a quand même une douleur, mais qui procure une jouissance. Ouais. Ça m'a fait sourire parce que j'ai déjà eu ça. Et comme j'ai des beaux pieds, effectivement, elle fait la remarque. Arrêtez. Vous allez mettre David dans un état. Attendez, David, là, je vais plus le tenir, là. J'ai 62 ans, on se calme. Mais peu importe, il n'est intéressé que par les pieds, donc bon. Il y a Cathy qui pose une question qui dit: que vous inspire le pied cambré des danseuses, et qui souffrent beaucoup, les pieds des danseuses. Oui. Est-ce que vous avez rencontré des danseuses dans votre vie? Non. Jamais, non. En principe, leurs pieds sont pas très beaux. Non, elles souffrent beaucoup. Il y a Ava qui rebondissait sur ce que vous disiez, Claudine, qui dit: il paraît qu'il existe des bars où les hommes paient pour voir des femmes, jambes croisées, balancer lascivement un escarpin sur le bout de leurs pieds. Si on paye pour ça, moi je m'inscris. Écoutez, voyez, mais pourquoi pas, bon job. Et c'est je blague, mais il n'est pas le seul à demander les pieds. Au départ, ça m'étonnait parce que j'allais sur des sites comme ça pour discuter. Et puis je dis pourquoi pas. Après tout, celui qui dit je cherche avec des gros seins, c'est. Oui. Vous avez de beaux pieds, donc après tout, il faut mettre en valeur ce qu'on a de bien. Il y a Cathy de Saint-Priest qui dit: pourquoi ne songez-vous pas une reconversion devenant vendeur dans un magasin de chaussures ou pédicure, podologue? Non, pédicure, attendez. Non, vous seriez poursuivi. Je savais que je vous ferais rire. J'avais envie de vous entendre rire. C'est trop bien. Il y a une érection à chaque fois. Non. Là, ça serait dangereux. Attendez, vous alliez payer vos clientes pour qu'elles se déchaussent devant vous. Non, c'est pas possible. Ça poserait des problèmes. Écoutez, David, on va vous laisser. Bonne chance. Avec vos problèmes de pieds. Dans des clubs de randonnée, j'en fais partie, il y a des femmes qui ont des beaux pieds. Mais là, mais alors, comme dit Sandrine, la randonnée, lécher un pied qui a marché pendant 50 km, ça fait pas fantasmer. Ça peut, c'est pratique sadomaso. C'est pas pire que de se faire piétiner, vous avez raison. Par contre, je peux vous dire que dans les clubs de rando, les hommes viennent pour rencontrer des femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes et quelques hommes. Et un jour comme ça, on s'est aperçu qu'ils faisaient une liste. Ils donnaient une note à chacune d'entre nous, parce que souvent les femmes seules, divorcées, veuves ou autres, ils donnaient des notes. Je dis là autre chose, nous on n'a pas cette idée-là. Quand on va faire de la randonnée, c'est pour prendre l'air et tout. Et ces messieurs, eux, viennent chercher la femme pour prendre leurs pieds. Mais c'était amusant. Enfin bon. Merci beaucoup en tout cas. Continuez à rire comme ça. Tiens, il y a Raphaël de Belfort qui dit: ne vous découragez pas, Quentin Tarantino est fétichiste des pieds et mène pourtant une vie admirable. Je savais pas ça. Non, et puis de toute façon, il a parlé, ça fait longtemps que ça tient parce qu'il a parlé de front. Alors ça fait un moment qu'on est passé à l'euro quand même. Donc c'est depuis l'âge de 20 ans, depuis tout le temps que vous aimez les pieds. Ah oui, ça fait... quel exemple? Je savais pas. Merci Raphaël. On me confirme que Tarantino est complètement fou des pieds. Tarantino, c'est pas, mais c'est assez fréquent. Les hommes aiment bien les pieds. Oui, c'est vrai que dans ces films, il y a des scènes. Effectivement, j'avais pas fait le lien. Merci beaucoup, Dany. Allez, on accueille Norbert. Bonsoir, Norbert. Bonne soirée, Dany. Merci beaucoup. Bonsoir, Norbert. Bonsoir. Vous, c'est votre compagne qui est fétichiste des pieds? Oui, une ancienne compagne. D'accord. Donc, c'était un peu ce que raconte le garçon, là. Oui, David. Oui, donc il fallait toujours commencer par les pieds parce que autrement, elle avait du mal à arriver en période d'amour. Voilà, c'était ça. Donc il fallait prendre beaucoup de soin. Et par contre, elle avait un truc qui était très bizarre, c'est que pour couper les ongles des pieds, pour elle, c'était un traumatisme. Pourquoi elle aimait pas qu'on lui coupe les ongles? Si, parce qu'elle voulait les avoir bien, mais pour les couper, c'est incroyable la souffrance qu'elle pouvait avoir. La coupure, le fait qu'on coupe les ongles. Oui, c'était très 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 bizarre, mais elle souffrait vraiment à se tordre. Et une fois qu'ils étaient coupés, ça y est, c'est fini. Mais pour les couper, c'était... Et c'était vous qui lui coupiez les ongles, évidemment. Oui, parce qu'avant, elle avait arrivé à trouver personne. Voilà, mais moi, ça me faisait rien de couper les ongles, c'est pas ça. Mais elle arrivait en jouissance. Non, mais bon, je pense qu'on peut parler, on est des adultes. Oui, tout à fait. Et donc, sans toucher sexuellement, elle arrivait en jouissance.
Pas quand vous lui coupiez les ongles des pieds, quand même. Ah, pas quand on coupait les ongles. Hein. Non. Mais autrement, à toucher, à caresser. Ouais. J'ai vu des pratiques. J'aurais mis un gâteau, donc je le mangeais sur le pied. Ben, ça y est, c'était parti. Donc il y a les filles aussi. Hein. Il n'y a pas que les garçons. Il y a les filles aussi. Oui. Mais c'était pas les miens, c'était les siens. Oui. C'était les siens. Et vous partagiez ça. Ah oui, puis après, une fois que c'était parti, disons dans les préambule, après, ça marchait très très bien. Oui. Il fallait démarrer par le pied. Et elle mettait des talons Oui, elle aimait son pied en valeur. Les bas et tout, il fallait que ce soit extrêmement fin et tout. Ça, c'était pas pour vous déplaire, j'imagine. Ah non, mais c'est spécial. Donc je veux bien. Moi, la première fois, ça m'a paru un peu spécial. Et puis, moi, je me suis adapté. Hein. Voilà, je m'étais adapté. Elle vous en a parlé d'emblée parce que c'est ça la question de David. Non, moi, je m'en suis aperçu parce qu'elle aimait bien les massages. Et puis, on voit quand la personne prend du plaisir, on le voit. Quand on est intime, on le voit. Oui. On le voit. On le voit. C'est là où c'est un peu la différence entre un homme et une femme, c'est-à-dire que David, lui, ne peut avoir une érection que en s'occupant des pieds, et finalement, votre femme, les premiers temps, cette femme, elle vous en a parlé dès le début, d'emblée, dans l'intimité, ou elle a attendu un peu? Elle a attendu un peu. Elle me faisait comprendre qu'elle aimait que je la massais. Et puis après, je l'ai compris. Parce que l'amour était beaucoup plus forte après. Hein, beaucoup plus forte. Elle était en extase. Et puis voilà. Puis, moi, c'était bien pour moi. C'était super bien. C'était génial. C'est la seule personne que j'ai vue. Mais voilà. Mais par contre, c'est vrai que quand est arrivée l'histoire de couper les ongles, parce que je lui dis, mais tes ongles sont longs, il y en a qui vont rentrer dans la peau, c'est pas... Et elle dit, moi personnellement, je peux pas me les couper. Mais en tout cas, c'est intéressant tous ces témoignages, et ça montre, je pense, surtout à travers ce que vous nous dites là, Norbert, que peut-être David, ce serait pas. Je pense qu'il faut pas l'évoquer d'emblée comme vous le faites tout de suite, et que après tout, même si il faut, puisque vous c'est votre plaisir, après tout, quand vous rencontrez une femme, vous pouvez très bien masser ses pieds, pas demander d'emblée qu'elle vous piétine, parce qu'elle pourrait être surprise par votre demande. Mais le faire, le masser ses pieds, vous occuper de ses pieds, et comme ça vous aurez votre érection, et tout ira bien par la suite. Mais c'est vrai que si vous vous intéressez, si d'emblée vous l'abordez en lui parlant de ses pieds, il est clair que vous allez passer à côté de beaucoup de rencontres. Ah oui, ça c'est Allez, clair, on va conclure en disant, je reçois un message de quelqu'un qui me dit, je vous écoute, les doigts de pied en éventail, maîtresse Caroline, piétinez-moi, il fallait mettre d'emblée les pieds dans le plat. Merci, bonne soirée. Merci Norbert, merci et bonne chance à vous David. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Alors il y a Cathy qui me dit et l'expression je suis à vos pieds. Oui, il y a aussi quelque chose un peu de la soumission dans cette expression là. Vous avez raison. Alors on a un petit souci parce que on devait avoir Jérôme en ligne, et au dernier moment quand j'ai raccroché avec Norbert, mais apparemment il doit avoir un problème de portable, de batterie, et donc on ne l'a plus. Jérôme, alors qui t'est passé la semaine dernière, parce que vous allez vous en souvenir certainement, il nous avait appelé, sa situation était assez désespérée, il se demandait comment faire garder sa petite fille suite à l'hospitalisation en urgence de sa femme qui avait été hospitalisée pour un problème de diabète, un problème rénal, un problème pulmonaire. Elle avait été hospitalisée en soins, en réanimation, et Jérôme était effectivement très très inquiet parce que le pronostic vital était réservé. Donc les nouvelles sont bonnes puisque sa femme est toujours hospitalisée, mais ça va beaucoup mieux, et il a pu s'arranger avec son employeur pour avoir une semaine de congé, et voilà, les parents garderont la petite fille la deuxième semaine. Alors bon, ça aurait été bien qu'il puisse nous le dire lui-même, mais en tout cas on est très heureux d'avoir comme ça d'excellentes nouvelles et de savoir
savoir que son épouse se porte mieux et puis que pour sa petite fille également les choses s'arrangent. Vraiment, toute l'équipe se réjouit et je pense que les gens qui vous auront entendu ce soir-là également. Allez, sans transition, il reste encore quelques instants avant les infos. Il y a Claude qui dit: moi je suis fétichiste du nombril. Je dis toujours qu'un nombril de femme qu'on ne voit pas, c'est comme une jolie fleur cachée dans un jardin secret. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit, faites de jolis rêves. Tout de suite, un point sur l'actualité. Il est 1h sur Europe 1. Et c'est Émilie Bonneau qui vous présente les titres. Bonsoir Émilie. Bonsoir Caroline.